Donc, on va procéder au déploiement de l'actualisation de la feuille de route telle qu'elle a été prévue par le comité de travail. Je ferai une introduction assez rapide. Ensuite, la méthodologie, quelques enjeux de la filière qui nous ont permis de bâtir les ateliers et notamment de faire les introductions. Et puis, la manière dont on s'y est pris pour réactualiser la feuille de route. En introduction, c'était un petit peu le cadre général de l'EDEC tel que l'a décrit Jacques. On le sait tous, la mutation de la filière automobile est annoncée maintenant depuis plusieurs années et accélérée évidemment avec les décisions du Green New Deal. Donc, le secteur des transports va être particulièrement impacté, et notamment celui des mobilités routières. Il y aura peut-être des variations de temporalité si vous suivez l'actualité. Vous l'avez vu la semaine dernière avec des remises en cause par l'Allemagne. Après l'Italie, la Pologne et je crois il y a encore un autre pays. Donc c'est vrai qu'il y a des majorités qui basculent à l'intérieur des 27. Mais il est tout de même probable que la décarbonation de toute manière de la filière, c'est-à-dire de la création des véhicules à l'utilisation, à la fin de vie des véhicules, s'achemine concrètement vers trois choses. Un, plus d'électrification. Je n'ai pas forcément dit électrification complète de la propulsion, mais ça va vers là. Un verdissement et une recyclabilité maximale des composants. Et enfin, une redéfinition du mix de la valeur du véhicule. Dans tous les cas de figure, ces mutations vont fortement impacter les emplois et les compétences. Et pourquoi il y a de bonnes raisons de penser qu'elles auront lieu, même s'il peut y avoir des petits décalages de temps. De toute façon, il y a un nombre d'acteurs historiques et des nouveaux entrants qui arrivent et qui ont déjà investi ou prévu d'investir quelques milliards dans leur plan de transformation et de développement produit. Donc, je pense que ce sera assez difficile de revenir là-dessus. Il y a un poids des acteurs de la tech et de la data avec la véhicule connecté autonome qui ont aussi des enjeux très, très forts. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les acteurs historiques de la voiture qui vont avancer en ce sens. Et puis, enfin, la densification des infrastructures, même si on peut toujours dire qu'elle n'est pas assez rapide, continue de progresser. Puis enfin, et peut-être surtout, il y a une pression médiatique, institutionnelle, sociétale, qui font que ce changement est déjà aujourd'hui. Bien entendu, je l'ai un peu glissé en introduction aussi, il y a des événements géopolitiques, l'inflation et les effets que ça aura sur les capacités d'achat qui ne sont pas à négliger. Et tout autant le fait que hors Europe et Californie, l'arrêt du thermique est un peu plus stratégiquement questionné. Peu importe, l'horizon 2030-2035, quelque part, pour les constructeurs, dans leur feuille de route technologique et dans leur capacité à mettre en place les moyens, je serais tenté de dire que c'est déjà bien activé. Par contre, évidemment, l'impact sur les sous-traitants avec des rangs parfois plus éloignés, là, évidemment, ça sera un petit peu plus challengé avec des impacts, évidemment, sur la filière un peu plus délicat à mesurer. Vous le verrez un petit peu plus loin, l'impact a déjà été modélisé avec des baisses, certes, mais aussi on va essayer de positiver et se mettre dans un scénario riche, entre guillemets, des opportunités et des changements de compétences assez notoires. Donc, c'est l'objet de la présentation de la feuille de route. Pour ceux qui étaient présents autour des ateliers, vous n'allez pas être surpris, vous allez revivre certains slides qui ont déjà été un petit peu présentés. On l'a présenté en 3 temps, une étude documentaire. On n'a pas refait de nouvelles études. On s'est basé sur des études qui étaient déjà existantes et mises à disposition par la filière et par les différents acteurs. Ensuite, il y a eu une animation de temps de réflexion autour de différents ateliers. Et enfin, une synthèse. Juste pour vous dire qu'on a eu à peu près une trentaine d'entreprises présentes, les constructeurs nationaux bien entendu, mais aussi les équipementiers, des sous-traitants, des bureaux d'études et bien entendu les acteurs institutionnels. On ne les a pas listés là forcément, mais ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui. Et puis les ateliers se sont donc déroulés de juin à juillet. Vous avez sous les yeux le détail des ateliers. Les enjeux de la filière. Pour les résumer, c'était un petit peu l'introduction de chaque atelier. On a mis en place des hypothèses structurantes qu'on a appelées des drivers et qu'on a divisées en 4 catégories. Premièrement, des perspectives à horizon 2030-2035, des éléments de contexte,
des éléments d'acceptation du marché ou de commerce, et puis bien entendu celui qui nous concerne aujourd'hui, la partie RH. Je vais être un tout petit peu long sur ce slide-là pour les redétailler un tout petit peu. Le scénario retenu sur les drivers perspectives à horizon 2030, c'est celui qui a été retenu par la profession, puisque c'était l'étude AlixPartners que vous connaissez maintenant par cœur, et qui avait défini plusieurs scénarios d'impact sur la filière, en fonction des vitesses de bascule, ce que je disais tout à l'heure, sur l'électrique, mais aussi des gains de productivité pour chaque famille de composants. Donc, on pourra ou pas se mettre d'accord sur les chiffres, c'est toujours un grand débat. Le scénario de référence à l'époque prévoyait que le mix de ventes arrondi en 2030 atteindrait 50% pour les modèles électriques, 20% pour les modèles hybrides et rechargeables, et il restait encore 30% pour les thermiques. Actuellement, on est au quart du marché qui a basculé. Donc, est-ce qu'on dit que le scénario demain sera 25%? On sera tenté de dire c'est peut-être un tout petit peu entre les deux. Mais voilà ce qui avait été annoncé à l'époque. Les gains de productivité étaient de 8% sur les sous-systèmes communs aux modèles thermiques et électriques, 20 à 30% sur de l'électronique de puissance, et puis le gros du gâteau, si j'ose dire, c'était 50% sur les batteries et les cellules qui devenaient l'enjeu majeur, évidemment, du véhicule. Donc, dans tous les cas, les prévisions conduisaient à une baisse de marché d'environ 10% de la production en Europe et un surcoût des véhicules qui peut déjà se constater. Mais là, ce n'est pas forcément dû à la technologie, c'est dû à d'autres événements qui annonçaient entre 1500, mais plus sûrement 3000 et au-delà euros supplémentaires par véhicule par rapport à 2019. En aparté, on l'a échangé avec Caroline Cohen en préparant cette restitution. Les derniers chiffres qui ont été annoncés par la PFA sur un communiqué qui est sorti dans le mois précédent montraient que par rapport à 2022, le marché avait baissé de 13,5%. Soit 5,2 millions de véhicules qui se sont échangés en neuf et en occasion, 200 000 véhicules électriques, et la production totale était de 1 529 000 véhicules sur le sol, sur le territoire. Donc l'élément positif là-dedans, parce qu'on est encore loin de complètement retrouver le sourire, c'était un peu plus de 10% de progression, en tout cas sur le début. Mais le communiqué de presse mentionnait aussi que les difficultés d'approvisionnement et d'adaptation au mix marché continueront d'être présentes en 2023. Voilà. Pardon, je vais un peu trop vite. Le deuxième driver, c'était les éléments de contexte. Donc, c'était simplement pour signaler qu'il y avait des virages technologiques des industriels qui avaient été diversement amorcés et calandés, en tout cas certains avec des solutions un petit peu différentes par les acteurs historiques, on va dire, et ce qui entraînait bien entendu une visibilité pour les sous-traitants plus ou moins claire, des bascules et des sollicitations en plus du contexte post-Covid. Mais en tout cas, un contexte législatif avec l'accélération pour la lutte contre le changement climatique qui force, entre guillemets, à l'atteinte d'une neutralité climatique en 2050 avec le 55% de réduction par rapport à 90. C'est ce qu'on appelle le Fit for 55. Troisième élément, l'acceptation du marché. Juste pour rappeler une chose évidente à tout le monde, mais qu'on a un peu tendance à oublier, ce n'est pas simplement l'appel technologique qui va forcer le consommateur à changer de véhicule, parce que son premier motif d'achat, ce n'est pas le désir d'acheter, c'est avant tout la nécessité de remplacer un véhicule ancien. Donc dans ce cadre, le critère prix reste prioritaire. On a vu l'inflation des derniers véhicules actuellement mis sur le marché. La pression va être extrêmement forte pour faire baisser ce coût, de manière à ce que, entre guillemets, le véhicule électrique ou autre soit achetable par une majorité de personnes. C'est aussi la condition de développement du marché. Et forcément, il y a quelques réticences pour l'instant. Il y a eu beaucoup d'argent d'investi dans les investissements, dans les outils de production. On ne s'attendait pas forcément à voir les prix baisser aussi rapidement. Il faut un petit temps d'amortissement quand même à ces injections massives dans le marché. Dernier point, qui est plutôt lié à la stratégie des constructeurs, qui se dirigent tous vers l'électrique, mais avec des options différentes, et en tout cas des investissements conséquents sur l'outil de production et l'internalisation de la valeur ajoutée. Donc,
tous les métiers ne seront pas forcément impactés. Il y a des métiers dits traditionnels ou cœurs de métier qui continueront à subsister. Mais évidemment, tout ce qui est data, software, batterie va fortement bouger. Ça va donc redéfinir qui, où et combien, où est le travail. Voilà. Dernier driver, les ressources humaines. Évidemment, tous les changements en termes de technologie, de process matériaux, composites, électricité de puissance vont amener de nouveaux besoins. Ces besoins, c'est d'abord parfois de la concentration sur un certain nombre de sites, une digitalisation croissante sur les métiers pour plus de transversalité et qui va forcément amener de nouveaux profils ou en tout cas des renouvellements. Et au-delà de la partie allègement des véhicules, conception, etc., il y a aussi une demande qui est forte dans tous les secteurs. C'est celle du rapport au travail ou en tout cas des nouveaux modes d'apprentissage qui vont devenir des sujets cruciaux pour la filière. À la fin de cette introduction, on a gardé un slide que vous avez tous en tête qui était très structurant puisqu'il amenait dans ce scénario médian les gains ou les pertes d'emplois par territoire. Les chiffres ont été projetés à chaque introduction d'atelier. Ils n'ont pas été forcément remis en cause. C'est assez difficile d'avoir un regard macro avec les évolutions qu'il peut y avoir, mais globalement, on va dire que ces scénarios sont globalement acceptés. Je tiens à dire que donc, le scénario prévoyait une perte de 90 000 postes d'ici à 2035, avec évidemment des fermetures de sites, comme je le disais, sur un nombre d'usines, les plus petites en général, les plus grandes et les plus compétitives allaient être conservées. Et un point qui sera important dans les solutions qu'on mettra en place, c'est évidemment, ça pourrait être rendu moins douloureux s'il y a une forte anticipation des partenaires et une capacité à travailler en transparence sur ces baisses, sur ces pertes d'usines. Caroline, si vous voulez compléter sur Ouais. ce point-là. Oui, tout à fait. Donc, concernant ce slide, alors comme l'a dit Bruno, il y a quand même 2 points d'attention et une remarque qu'on souhaiterait faire. Alors, la première, le premier point de vigilance, c'est que, comme l'a dit donc Bruno, nous nous sommes appuyés sur la dernière étude en notre possession, mais qui date maintenant de 18 mois. Donc, c'est l'étude AlixPartners qui date de près de 18 mois. Et comme vous le savez très bien, le secteur se transforme quasi quotidiennement. Donc, ce sont des chiffres à prendre avec précaution. C'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, c'est que, on souhaitait aussi le partager avec vous, c'est que nous travaillons actuellement pour la première fois sur la définition ou la redéfinition, j'irais, du périmètre du secteur automobile pour tenir compte de la nouvelle chaîne de valeur qui va intégrer donc notamment les nouvelles énergies, hydrogène, électrique, donc les batteries électriques avec l'émergence des gigafactories, l'économie circulaire ou l'industrie circulaire, les infrastructures de recharge, l'électronique pour le véhicule connecté, etc. Bref, autant d'opportunités, de nouvelles compétences, de nouveaux emplois également. Donc ça, c'est un point également important. Et la remarque qu'on souhaitait faire également, c'est que, et ça Bruno l'a également dit, c'est que concernant ces chiffres de perte potentielle d'emploi, bien entendu, tout dépendra également des facteurs endogènes et exogènes, et on l'a bien vu, exemple sur les facteurs exogènes, sur lesquels on n'a pas forcément de pouvoir ou de poids, c'est crise Covid, l'augmentation durable ou non du coût de l'énergie, des matières premières qui pourraient largement peser sur les entreprises. Et là, ça dépendra aussi des politiques volontaristes alors de l'État, des entreprises et des partenaires emploi-formation pour permettre d'accompagner toutes les reconversions professionnelles. Et donc, vous l'avez bien compris, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de notre feuille de route, mais c'est tout l'enjeu aussi du secteur automobile, c'est bien de pouvoir anticiper pour accompagner les reconversions sur les territoires et sécuriser l'emploi et en travaillant là aussi collectivement, donc acteurs publics, privés, que ce soit au niveau national et également au niveau territorial.
pour compléter le dernier slide, il y avait deux choses à dire, c'est que tous les métiers étaient touchés, donc cœur de métier, mais aussi fonction d'ingénieur ou fonction plus qualifiée, donc tout le monde était impacté. Malgré tout, la tension reste très forte, ça veut dire que c'est le côté positif d'une certaine manière, si on veut voir les choses à moitié pleines. Et que, dernier point, dans le scénario que vous avez là sous les yeux, les gigafactories de Douvrin et d'OMO-Beuge avaient déjà été inclus. Si on regarde maintenant d'un point de vue, alors je ne vais pas tout lister, rassurez-vous, le document est déjà assez long pour pas que je fasse des listes à l'après-vert sur ce que vous avez sous les yeux. Il y a 13 domaines qui ont été identifiés. Donc, je vous les laisse les découvrir. Là, il y a une moitié, il y a un deuxième slide qui suit. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. Vous avez vu ces études qui viennent de l'Observatoire de la métallurgie également. Moi, la seule remarque que je ferai là-dessus, on a souvent tendance à mettre ces domaines-là en avant. Et on le sait tous, donc ils sont toujours mis en avant, l'intelligence artificielle, la voiture connectée, etc. etc. Le défaut peut-être de ce type d'études où on cherche à se projeter dans le futur et à voir ce qui va bouger le plus, c'est d'oublier un petit peu les fonctions cœur de métier. On l'a vécu dans d'autres études, donc je mets juste un tout petit biais là-dessus et un petit témoin d'alerte, parce qu'on a un peu plus de mal à voir peut-être dans quelle mesure elles sont impactées. Donc là, on parle bien de grands types de compétences et non pas des métiers qui seraient forcément impactés. Deuxième page. Voilà. Est-ce que déjà sur cette première partie, qui était plutôt les éléments de contexte, les éléments d'études de marché, vous voyez qu'on a beaucoup coupé dans AlixPartners, on n'a pas tout retenu, on a essayé d'être très synthétique et de garder ce qui avait vraiment de l'impact à moyen terme. Il y a déjà des remarques ou on poursuit le document? Il y a des remarques sur l'apport de la filière batterie sur l'emploi. Il serait bien à côté des 3 gigafactories prévues, intégrer aussi les 40 packs assemblés français et les 4 fabricants historiques de batteries. Donc, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre sur le chat. Oui, je suis désolé, comme je suis un peu en aveugle, je compterai sur Asma pour m'interrompre. Voilà. Dans les ateliers, on vous avait donc fait une petite étude de marché, on avait commencé par ça, et après on vous avait laissé librement vous exprimer. Globalement, on avait, après une première heure de libre parole, réussi à grouper un certain nombre de thèmes. Vous les avez là sous les yeux. C'est cela que je me propose de parcourir assez rapidement, puisque en gros, c'est les solutions que vous avez déjà mis en place. Il n'y a pas forcément d'invention, il y a déjà eu des expérimentations qui ont été bonnes, que vous souhaitez mettre en place de manière un peu plus étendue, ou pour certains, ça sera peut-être des nouveautés. Le premier sujet qui est ressorti par rapport à la difficulté du moment de trouver du monde, c'est bien évidemment, et ça ne vous surprendra pas, l'attractivité. Comment inciter des publics à venir dans la filière? Et là, les 3 idées les 3 blocs d'idées qui ont été émis, c'était celui de la communication, bien entendu, celui d'une valorisation de la filière par l'industrie du futur. Elle est plus ou moins en place dans les entreprises et surtout dans les petites, mais en tout cas, c'est ce qui permet à un moment donné de faire de l'attraction sur des publics plus jeunes, ou en tout cas parfois et ça c'est un point positif aussi, de réduire l'écart de performance entre certains industriels. Jacques, si vous vouliez compléter pour rappeler un peu ce qu'on fait dans le cadre de l'EDEC sur le sujet de l'attractivité. Oui, merci Asma. Donc Jacques Lécroix de l'UMM. Donc juste un petit ajout sur le sujet de l'attractivité des métiers de la filière. Nous avons mené avec les membres de l'EDEC en fait une étude de perception des Français par rapport à la filière automobile. Donc c'est une étude qui est assez passionnante et qui a été menée par le cabinet CSA Research et qui montre que l'industrie et la filière automobile bénéficient encore d'une bonne image parce qu'elle associe à l'innovation. Mais que certaines cibles, en particulier on a identifié les jeunes et les prescripteurs de l'emploi, doivent être plus informés sur les métiers de la filière et qu'il y a un travail particulier à effectuer sur ces populations. Voilà, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais simplement c'est une étude connexe au sujet qu'on traite. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien vers l'étude dans le chat tout de suite. Voilà.
Bon, et je ne sais plus si je l'ai dit du coup avant l'intervention de Jacques, mais c'est vrai que la poursuite des partenariats avec l'éducation nationale, les acteurs de l'emploi pour faire gonfler le vivier, puisque c'est ça dont il s'agit, hein. Beaucoup de métiers sont en tension parce que, soit parfois parce qu'il n'y a pas d'attractivité, mais aussi parfois parce que l'amont est vide ou en tout cas un peu pauvre. Voilà. Deux remarques dans le chat, Bruno. Je suis très surpris dans les thèmes phares à ne pas voir économie circulaire ou les nouveaux modèles économiques, car pour rappel, les voitures seront beaucoup je n'arrive En pas à dire, leasing, pardon. j'ai pas signalé le leasing et je suis parti un peu vite sur la première partie. L'économie circulaire, on le verra un peu. Alors peut-être qu'on l'a trop rajouté dans l'industrie du futur. On parle souvent de 5.0 et dans le 5.0, il y a la partie recyclabilité. Une autre question, a-t-on un estimatif quant à l'acquisition de nouvelles compétences entre le recrutement externe et la reconversion possible des employés en place? Non, je passe. Ouais. Pour le troisième point, je me demande s'il ne faudrait pas inclure de nouveaux partenariats avec les organismes de formation, notamment ceux qui développent la formation en situation de travail. Ça, on l'a indiqué et ça fera Oui. partie justement ça tombe bien, ça fera partie des solutions mises en place, ou en tout cas préconisées. Emploi, comment faciliter l'embauche, comment aller chercher des candidats sur les territoires. Donc, bien entendu, il y a le renforcement de l'accompagnement des collaborateurs, renforcer le taux de féminisation, même si plusieurs nous l'ont dit, puisque c'est des objectifs aussi politiques d'une certaine manière. Malgré certains efforts mis en place, ils ont du mal à faire monter ce taux, notamment sur des populations d'ingénieurs. Mais là aussi, ça vient du pipe initial en amont qui est parfois un peu pauvre. De faire évoluer les niveaux de compétences et de savoir-faire, et aussi, il nous a été beaucoup signalé de savoir-être, qui est un point très, très difficile pour beaucoup d'entreprises, et pas forcément sur des publics dits éloignés de l'emploi. Voilà. Mobilité, on l'a volontairement laissé et en même temps, vous ne le retrouverez pas dans les différentes solutions de la feuille de route. Pourquoi? Alors qu'on sait que c'est un handicap et un frein lourd, non seulement à l'emploi, mais aussi aux possibilités pour certains d'aller se former. C'est que c'est souvent dans les politiques d'aménagement territoriaux. Donc, de toute manière, l'écrire à l'intérieur de la feuille de route ne nous aurait pas forcément amené à pouvoir mettre en place des solutions. Et après, il y a les solutions individuelles, bien entendu, mises en place par les entreprises. Donc voilà, on le laisse parce que c'est important. On l'a volontairement plutôt mis de côté en se disant que ce n'était pas forcément adressé par l'EDEC. Management, beaucoup ont fait état d'une période difficile, notamment pendant le Covid. Il ne faut pas se le cacher, ça avait commencé avant, mais avec une tension forte sur les managers intermédiaires ou les managers de proximité. En fait, ce premier niveau d'encadrement assurait parfois seul le tutorat en plus de ses fonctions, et beaucoup ont souligné la nécessité de revaloriser ce premier niveau d'encadrement, de mettre en place des dispositifs d'évaluation du management de proximité et de développer le management de transition qui pouvait être un apport pour l'entreprise et une possibilité pour certaines de franchir une marche qu'avec les compétences internes, elles ne pouvaient pas faire. Et puis, plus généralement, d'organiser au niveau de la filière une réflexion sur le rôle de manager. Alors évidemment, s'il y a des très grandes entreprises qui sont connectées aujourd'hui, ça peut leur apparaître simple parce qu'elles sont structurées avec des services RH constitués, un historique et une capacité A. Ce n'est pas forcément le cas pour nombre d'acteurs, quoi. Alternance, là, ça ne va pas être une découverte non plus. Le succès de l'alternance doit se poursuivre, donc on a quand même tenu à le relister. Poursuite du développement de l'alternance, la valorisation de ce type d'apprentissage a été soulignée, la capacité à, sinon prévoir un meilleur accueil, sinon avoir un parcours plus structuré pour ces alternants. Et puis aussi la capacité à pouvoir mettre en place des contrats de professionnalisation pour des niveaux inférieurs à Bac+3. Donc ça, c'était un point qui nous a été beaucoup souligné. Et puis en synthèse de ce dernier point, la partie
IA territoriale en entreprise qui pouvait être également un peu plus développée et pas forcément connue de tous. Une remarque sur ce point, la professionnalisation de ce premier niveau d'encadrement passe en grande partie par un accompagnement collectif du type supervision. Formation en compétences, deux petites pages. Donc, bien entendu, la digitalisation. Alors, la digitalisation, c'est facile à dire et complexe à faire. Ça passe aussi peut-être beaucoup par des échanges avec les grandes entreprises et la capacité pour elles à décliner auprès de leurs PME, auprès de leurs sous-traitants, là où elles veulent aller et comment elles peuvent les y conduire. D'elles-mêmes, les petites entreprises ont sans doute un peu plus de difficultés à pouvoir se frotter au sujet. A été signalée également la nécessité de mettre en place des formations ultra spécifiques entreprise par entreprise. J'avais noté un point là-dessus, il y avait une personne, je crois, qui nous avait parlé même de la capacité à mettre en place un véritable plan Marshall à ce niveau-là, à savoir d'adapter complètement les besoins entreprise par entreprise. Je recherche les propos, mais forcément, je ne vais pas le trouver maintenant. Je vais passer à autre chose. Avec la... Ouais. Non, je ne le retrouve pas, peu importe. La nécessité d'axer les formations également vers du multicompétences en alliant formation traditionnelle et compétences technologiques. Et puis, on sait qu'il est difficile de remplir certaines formations, certaines sessions, et donc un effort doit continuer à être poursuivi en ce sens. Pas forcément beaucoup plus de choses à se dire à ce niveau-là, vous y êtes confrontés tous les jours, donc voilà. Donc la nécessité de renforcer les relations école, entreprise, acteurs de l'emploi, avec de la formation, notamment poste de travail en temps réel, d'augmenter la qualification sur des formations longues, même si ce n'est pas toujours facile pour les entreprises de se départir de leurs candidats. Et enfin, une coordination autour de la filière avec des démarches de GEPP régionales pour un observatoire territorial partagé. Besoin de visibilité aussi par rapport à ça. Voilà, c'était les deux pages, pardon, je n'avais pas avancé assez vite, je vous laisse les reparcourir. Caroline, si vous voulez préciser encore plus que sur les projets menés sur le sujet. Oui, tout à fait, merci Asma. Donc oui, on souhaitait là aussi apporter une précision. Donc pour mettre en place les formations dont la filière aura besoin, alors nous n'avons pas attendu, vous l'imaginez bien, et vous le savez aussi bien, puisque j'en connais beaucoup qui sont connectés à ce webinaire. Merci beaucoup d'ailleurs. Donc effectivement, on a développé une stratégie nationale de transformation des compétences maintenant depuis plusieurs années. Elle s'est accélérée là depuis 18 mois avec un maillage territorial et des déclinaisons régionales qui sont extrêmement fortes. Et cette stratégie, alors elle s'appuie en particulier sur les 8 campus que nous avons maintenant, donc les campus des métiers et des qualifications du secteur automobile, et que nous assurons, alors au niveau de la PFA, une coordination et un copilotage de ces campus. Et aussi, elle s'appuie sur nos acteurs territoriaux, donc qui sont implantés au niveau régional, c'est-à-dire nos pôles de compétitivité ARIA, ainsi que les UIMM au niveau territorial. Donc ça, c'est la première chose. Donc un maillage territorial extrêmement fort qui permet de coordonner une stratégie nationale, donc emploi, formation, et donc d'être présent sur tous les territoires. Et cette stratégie, elle a été engagée aussi depuis plusieurs années dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, donc le PIA, donc depuis 5 ans, donc avec l'État en particulier, et des régions également sont associées. Et en ce qui concerne la filière automobile, c'était le PIA ACE, Attractivité, Compétences, Emploi, donc qui rassemblait des entreprises, les campus des métiers et des qualifications, le monde académique également, que ce soit collège, lycée, universitaire, également des écoles d'ingénieurs, notamment des startups, sur toutes les priorités de transformation du secteur. Donc, on a dans la phase donc, des 5 dernières années, dans le cadre des programmes d'avenir, donc mis en place 18 projets sur le moteur électrique, avec notamment la mise en place de la e-Mobility Industry Academy,
avec donc Renault, Renault Trucks, Forvia, avec le CNAM, avec Ingénieur 2000 et bien d'autres partenaires. Également, pour citer sur les nouvelles énergies, donc l'hydrogène Académie Symbio, donc sur l'hydrogène, la fabrication de piles à combustible, sur l'usine 4.0, donc toute la digitalisation des process industriels, également des projets sur le véhicule connecté, autonome, etc. Bon. Et aujourd'hui, et on saisit l'opportunité de France 2030, et donc, on poursuit notre stratégie de transformation de la filière automobile sur le volet formation, donc pour qu'il y ait bien les compétences au bon endroit, au bon moment, et les bonnes compétences, bien entendu. Donc, l'AMI-CMA France 2030 qui mobilise 2 milliards d'euros. La filière s'est largement mobilisée là depuis 1 an sur ces projets. Et donc, à travers ce travail d'identification des besoins de développement de l'offre de formation sur les métiers d'avenir, il y a plusieurs projets qui ont émergé. Et 7 d'entre eux, alors dans le domaine de l'électromobilité, dans le domaine de la batterie, dans le domaine encore de la connectivité électronique de puissance, etc., ont d'ores et déjà été retenus par l'État dans le cadre de France 2030. Et ce sont des projets qui sont évidemment structurants, enfin très structurants même pour la filière automobile, et qui représentent aujourd'hui un investissement total de plus de 100 millions d'euros et qui va permettre de dessiner la stratégie emploi-formation de la filière pour les 5 prochaines années, puisque industriels, que ce soit d'ailleurs de l'amont comme de l'aval, et monde académique, ainsi que start-up et autres partenaires emploi-formation, sont mobilisés pour la transformation de la filière automobile pour construire toute l'ingénierie de formation et tous les parcours de reconversion, comme on le disait, puisque l'enjeu extrêmement fort pour la filière automobile, c'est bien le développement de compétences et la reconversion, notamment sur les territoires. Nous avons une remarque sur la question de l'hydrogène. Il serait judicieux de coupler à cette compétence avec celle des batteries pour illustrer des besoins de couplage des deux technologies. On oppose souvent les deux technologies alors qu'elles sont complémentaires. Là, justement, on a essayé de ne pas rentrer, nous, dans ce détail-là, mais la remarque est bonne. On n'est pas rentré dans la partie technologique, en effet. Je pousse un tout petit peu plus loin. La partie sécurisation, anticipation, je ne vais pas être très long là-dessus, alors que potentiellement, c'est sans doute un des gros chapitres. Mais comme on va le voir après dans ce qui a été retenu dans le cadre de la feuille de route, l'idée, c'est de repérer les signaux faibles, bien entendu, pour anticiper les fermetures de sites et conserver des personnels, on va dire, déjà acquis ou déjà formés. Et puis plus facilement aussi intervenir en amont sur les évolutions de compétences. Donc là, on retrouve nos démarches territoriales. Sur la partie communication, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Donc là, je ne sais pas qui reprendra la parole aussi ou pas, peut-être à ce moment-là, mais il y a des actions de communication qui sont déjà en place. Elles sont fortement demandées, non seulement pour viser les jeunes, mais aussi leurs parents, puisque c'est souvent eux qui sont à l'origine ou à l'orientation des études. Et puis surtout d'essayer de parler un petit peu positivement de l'automobile. Il y a tellement de bashing sur énormément de choses. Ce n'est pas que propre à votre filière. Il y a une manière aussi de parler positivement de la voiture. Et bon, les constructeurs s'y emploient dans leur communication, mais ce travail-là doit être fait parallèlement. Voilà. Simplement un mot, Bruno, à ce sujet-là. Alors un peu plus généraliste que l'automobile, mais une grande campagne interindustrielle de communication sur les métiers a démarré la semaine dernière, qui est coordonnée par l'OPCO2I et qui s'appelle Avec l'industrie. Voilà, s'il y en a qui souhaitent plus d'informations, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Mais sinon, l'objectif, c'est bien d'embarquer toutes les filières industrielles dans une grande campagne de communication pour changer la vision ou les mentalités des Français au sujet de l'industrie. Voilà. Sur les actions RH qui ont été mises en avant ou qui sont souhaitées, bien entendu, toujours la capacité à développer des actions en faveur de l'intégration, de l'accompagnement, de la fidélisation des salariés. Forcément, on arrive dans le dur sur certains bassins d'emploi qui sont à 4-5% de chômage, donc ça devient
beaucoup plus dur de peigner le territoire d'une certaine manière, de continuer bien entendu à s'appuyer sur les partenaires pour sensibiliser les profils plus éloignés de l'emploi, de continuer à évaluer les impacts des mutations sur les qualifications, et puis on l'a glissé, même si c'est expérimental, d'évaluer les possibilités pour certains ateliers de pouvoir travailler ce qu'on appelle en remote. Et là, on ne parle pas de télétravail, on parle bien sur des fonctions de production ou techniques, d'être capable de piloter certaines pièces à distance et de construire un peu à distance. Donc, ça paraît peut-être encore un peu anecdotique, sauf pour les plus gros, bien entendu. Nous, on l'a vu sur différentes industries, donc on a tenu à le signaler. Gouvernance, ça nous semblait important, même si c'est un sujet transversal. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans beaucoup de domaines. La capacité à pouvoir le mesurer, à être connu de tous, il y a sans doute un petit travail à faire à ce niveau-là. On vous le présentera de manière transversale tout à l'heure dans ce qui a été retenu. On a une question avant de passer sur les formations. En fait, nous parlons ici globalement d'emplois qualifiés. Qu'en est-il des personnes avec les formations les plus basiques, notamment en montage? En effet, de précédentes réunions mettaient en avant le fait qu'une personne suffisait à monter un moteur électrique quand il en faut aujourd'hui 5 à 7 pour un thermique. Que quelqu'un autour de la table a une réponse ou un complément? Le niveau de qualification va monter, donc de toute manière, pour intervenir sur le véhicule électrique, il y a sans doute des personnes plus autorisées que moi pour en parler autour de la table, mais ce sera sans doute des profils beaucoup plus qualifiés, en tout cas sur les interventions pointues. Oui, je me permets d'intervenir. Oui, ce seront des profils qui seront plus qualifiés, mais là, dans nos travaux, bien entendu, nous allons accompagner l'ensemble des profils, donc des bas niveaux de qualification au niveau ingénieur. Donc, on n'a pas de… En tout cas, on va s'adresser à l'ensemble, enfin, et nos projets, les projets que j'ai mis d'ailleurs dans le chat, s'adressent à l'ensemble de nos profils, que ce soit des profils d'ingénieurs, que ce soit des profils d'ouvriers qualifiés, de techniciens. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des profils de la filière auto. Si on résume tout ce qu'on s'est dit en peu de mots, ce qu'on a essayé de garder, c'est pour nous un horizon de production en France qui se stabiliserait autour de plus ou moins 2 millions de véhicules. On a vu qu'on était à 1,5 million sur le dernier exercice. La production qui se transforme pour réinternaliser la valeur ajoutée. Voilà. Des sites en reconversion forte avec des lignes dédiées à l'électrique et des nouvelles activités qui seront aussi des opportunités d'emploi-formation, mais avec des volumes et des compétences très différentes, pour revenir un peu sur ce que disait Caroline à l'instant. Donc, évident que d'une certaine manière, même si tout le monde va être concerné, le niveau va quand même monter. Des académies de formation qui sont en cours ou en cours de montage chez les constructeurs pour en faire bénéficier leurs sous-traitants. Donc, on a cité la Renault e-Mobility à Cléon, le projet Electromob dans les Hauts-de-France, Stellantis Academy sur la partie de soft et data pour reconvertir plus de 1000 ingénieurs, et il y a encore des projets qui se poursuivent derrière. Donc voilà, ça, évidemment, ça se met en place. On ne le cache pas, et ce sera un des points de la feuille de route, un impact sur des sous-traitants et des équipementiers traditionnels, voire des équipementiers qui ne sont pas forcément dans le site d'origine et pas forcément français, qui vont être impactés. Donc voilà, à mesurer en tout cas. Les besoins de la transition écologique, on ne l'a pas oublié, quelqu'un en parlait tout à l'heure, et la sobriété énergétique qui va de toute manière s'imposer, ne serait-ce qu'à cause de la taxonomie verte. Et puis, un chiffre qu'on rappelait à votre connaissance, il y a de toute manière un vieillissement de la population industrielle. Et en gros, avec les calculs, ça, ce sont des chiffres de la DARES, on n'a pas précisé les sources dans ce webinaire. Il y a environ 150 000 personnes qui seront en tension ou à revenir ou à appeler ou à, entre guillemets, j'aime pas trop dire le mot, mais à se partager entre les différentes filières, et souvent avec des difficultés territoriales ou de mobilité. Donc, on sait que ça va de toute manière être un point compliqué avec les attritions naturelles. Ouais. Nous avons Eric, si vous voulez compléter. Oui, merci bien. Moi,
je vais profiter de ce slide de synthèse aussi, peut-être pour avoir plutôt une intervention de synthèse et essayer de répondre un peu à la question là, sur le fait de passer de 7 à 1 personne autour d'un moteur électrique. Très certainement, dans le périmètre, et c'est important d'en avoir parlé, hein, il y a le périmètre de la filière auto qui est en train de bouger clairement, mais dans le périmètre, on va parler historique de la filière auto, tout le monde s'attend de toute façon à une diminution du nombre d'emplois à pourvoir. Ça veut dire que dans les métiers historiques, il y aura moins d'emplois. En revanche, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui débarquent, et ça, il faut pouvoir le partager avec l'ensemble des salariés des entreprises, qu'elles soient grandes et qu'elles soient petites. Et ça doit passer, tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ça doit passer aussi par du partage, voire peut-être de la négociation, et en tout cas des informations avec les représentants des salariés dans chacune des instances et dans chacune des entités. D'ailleurs, moi, j'avance peut-être, mais j'aurais tendance à donner un conseil qui serait de ne pas hésiter à partager ce qu'on est en train de voir là sur ce webinaire, aussi avec les représentants des salariés, soit en CSE, soit dans d'autres instances territoriales, style les CPE, RFP, etc., etc. Il est important d'avoir ce diagnostic partagé pour l'ensemble des acteurs de la filière automobile. Merci Eric. Du coup, ça nous a fait retenir, alors évidemment, c'est un travail en entonnoir, hein, puisque ce qu'on a vu avant et qui a été dit peut-être de manière un peu trop rapide, mais c'est 4 heures multipliées par 7 ateliers, c'est l'ensemble de tout ce qui a été donné en atelier. Là, on l'a résumé aussi en 5 enjeux. 1, c'est la fidélisation pour retenir les compétences. 2, la digitalisation des process pour élargir les possibilités de recrutement. Des moyens supplémentaires à la formation et l'accession aux métiers d'avenir. Au sens large, encore une fois de plus, on parle de l'électronique, de la cybersécurité, mais aussi la partie environnementale dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, point important, il faut une ossature, il faut un squelette, le soutien à l'encadrement intermédiaire et aux tuteurs. Si on les divise en court terme, long terme, voilà un petit peu comment on a réparti les choses. 1, le taux de remplissage des formations industrielles doit être renforcé, on l'a dit, hein, il ne faut pas que l'amont se tarisse, hein, il faut ramener des gens sur les métiers, et on l'a vu de toute manière, ne serait-ce que naturellement, ça va se tarir. Donc si ces formations ne sont pas remplies, c'est un problème pour la suite. Ensuite, l'anticipation des restructurations, c'est une des actions fortes, en tout cas peut-être les plus compliquées à mettre en place, mais sans doute les plus utiles. Et puis, l'augmentation de la valeur ajoutée individuelle. Donc, ça répondait aussi un petit peu à la question sur les niveaux de qualification qui, de toute manière, va être amené à monter, voilà, même s'il faudra y inclure tout le monde. À long terme, bien entendu, favoriser l'accès aux métiers d'avenir pour les PME, quelque chose de plus compliqué à réaliser, pas simplement en termes d'investissement, mais en termes de culture et de maîtrise de ces nouveaux métiers. Renforcer l'image de l'industrie auprès des jeunes générations. Et puis le point qui un petit peu venait boucler tout ça, la capacité à renforcer des observatoires territoriaux, c'est ce que disait Eric à l'instant, c'est la notion de partage. Avant de passer, Oui. nous avons 2 remarques qui sont intéressantes. Pour compléter la prospective du secteur automobile, un constat s'impose, celui de la montée en volume de la mobilité électrique légère, VAE, tricycle électrique, scooter électrique. Ces segments de marché ont tous une belle croissance et c'est source de compétences et d'emplois. Il est marquant de voir que les constructeurs automobiles évoluent de la voiture à la mobilité dans leur plan stratégique. C'est une bonne remarque et elle n'a pas forcément été toujours Oui. mise en avant autour des ateliers. Donc voilà, en tout cas, on ne l'a pas forcément, nous, quantifié. Donc on le disait, il y a
plusieurs actions qui vont être mises ou groupes d'actions qui vont être mis en avant. Une qu'on a voulu souligner, c'était la nécessité de transversalité, ce qu'on a appelé un peu la gouvernance. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'initiatives. L'objet, c'est de capitaliser et de coordonner, de s'assurer que toutes les actions finalement qui sont mises en place, y compris sur la partie formation, convergent vers un organe décisionnel pour surtout partager les travaux et faire être capable de les mesurer in fine, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose à ce stade. On va toutes les parcourir peut-être. Peut-être après, sur le D'accord. deuxième point. Le grand axe, ensuite, c'était l'anticipation des restructurations de la filière. Donc, l'idée là, c'est parti d'un constat relativement simple. Si on se dit que ce chiffre de 90 000 emplois va être perdu pour la filière, et qu'on sait que globalement, sur des PSE qu'on a réalisés, on peut dire que 25% des gens quittent définitivement une filière, 25% deviennent auto-entrepreneurs, avec des réussites diverses, on se dit qu'il y a quand même un gros gisement de personnes à garder dans la filière, avec des talents déjà presque à niveau. Et donc, la capacité à retenir ses salariés avec de l'anticipation, en identifiant de manière relativement simple, en se concertant, les sites dont on sait qu'ils vont être impactés de par la nature des produits qu'ils fabriquent, et ceux qui seront au contraire en développement, et ensuite de prévoir des modalités d'accompagnement qui seraient prévues à l'avance, de manière à ce que les dirigeants d'entreprise puissent faciliter, finalement, alléger les travaux d'écriture des livres 1 et 2 en cas d'impact. C'est quelque chose qui nous semblait important. C'est quelque chose de délicat à réaliser, il ne faut pas tomber dans le délit d'entrave, ça doit être fait avec une GPEC territoriale et peut-être un horizon de 3 à 5 ans pour pouvoir bien identifier et faciliter les passerelles et ces écritures de contrats territoriaux, je ne sais pas comment on pourra les appeler, mais en gros d'accords territoriaux qui seraient formalisés. Une question et après je laisserai Caroline donner plus de précision. La question n'est-elle pas en fait comment se prépare-t-on à vendre moins de voitures et moins de camions? Comment être attractif sans faire face à cette question, d'où l'importance de l'évolution des business models dans les solutions de mobilité. Ça correspond à ça. De toute manière, oui, il y aura moins de véhicules, hein, c'est ce qu'on a dit de toute façon. Quand on cite le chiffre de 2 millions, de toute façon, ça veut dire que potentiellement, oui, en effet, moins de monde, mais encore quand même beaucoup besoin de monde. Tout le monde autour de la table sait que les tensions sur l'emploi restent fortes, donc autant profiter du personnel déjà présent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Je pense que c'est bon. Caroline, si tu voulais approfondir des points sur l'anticipation. Oui, alors tout à fait. Alors d'abord, pour répondre à la question de Françoise, qui rejoint d'ailleurs celle d'Arnaud, effectivement, parler d'automobile, c'est une chose, on doit parler de mobilité, et c'est bien de cette manière-là, de toute façon, que le secteur se transforme, et la manière dont on devra accompagner également les reconversions. C'est bien pour cette raison que quand on parlait de définir le nouveau périmètre du secteur, c'est le travailler également, enfin, redéfinir le périmètre du secteur, c'est le redéfinir selon un périmètre automobile élargi, qui serait élargi donc à la mobilité. Donc, et là, c'est un énorme travail que nous avons démarré. Après, là, sur la partie, donc sur ce slide, anticipation des restructurations de la filière, donc c'est intimement lié au contrat stratégique de filière et à la gouvernance de ce contrat stratégique de filière. Alors, je le dirais en conclusion, hein, puisque c'est la suite de nos travaux, c'est qu'on va aller vers la rédaction et la conclusion d'un nouveau contrat stratégique de filière que nous allons co-construire dans les prochaines semaines, et il y aura la création d'un groupe de travail dédié, notamment à ce sujet de gouvernance qui est évidemment essentiel pour nous permettre d'anticiper.
En tout cas, on pense que c'est une action innovante. Le principe n'est pas nouveau. La capacité à pouvoir le réaliser et à le mettre en place, ça, c'est autre chose, on pense. En tout cas, c'est quelque chose de très structurant par rapport aux besoins actuels. Le second est un petit peu moins innovant. Donc, quand on va dire renforcement du recrutement dans la filière, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a des volontés politiques régionales qui existent pour coordonner les parties prenantes et accéder au public. Là, c'est simplement de continuer à pouvoir continuer en ce sens. La capacité à fidéliser le personnel déjà présent par une meilleure organisation des conditions de travail et une adaptation au poste fait aussi partie de ce deuxième axe. Avant de passer aux autres actions, il y a 2 questions et une remarque. N'est-ce pas un peu tard de mesurer aujourd'hui l'impact des RCC PSE sur la filière automobile? L'autre question, c'est on remarque des approches de relocalisation de par le moindre impact main-d'œuvre sur les véhicules électriques. Cela peut-il tendre finalement à redynamiser la production française, notamment sur les petits véhicules aujourd'hui fabriqués dans les pays de l'Est? Je ne répondrai pas sur la deuxième, Oui. on va dire on l'espère. Pour répondre à la première, le plus tôt le mieux. Donc évidemment, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Quand j'ai parlé de délit d'entrave, c'est des choses délicates. Tout le monde ne communique pas. On peut savoir des choses, mais il faut la volonté de pouvoir le faire. Donc, c'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup de concertation en amont pour pouvoir y arriver. Merci Arnaud, je te laisse la parole. Quelqu'un voulait peut-être intervenir sur des véhicules de taille plus modeste en électrique ou pas, d'un point de vue technique? J'ai nombre de véhicules, on pourrait, on pourrait maintenir ce nombre si on additionne les véhicules aux véhicules de mobilité légère. J'ai pas plus de précision, là-dessus. Oui. Évolution des besoins en compétences au regard de la nouvelle chaîne de valeur, c'est bien tout l'objet. Donc, 7e action, accompagner les entreprises dans le développement des compétences, de l'employabilité, dans la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Quelqu'un a souligné, en fait, et on le redit, plus lié à des parcours plutôt qu'à des formations complètes. C'est en clair de l'adaptation continue, même si cette adaptation n'est pas forcément diplômante. En tout cas, c'est un point qui nous semblait important. Et puis, cette action regroupait aussi la nécessité d'accélérer les volets sur la formation digitalisation et transition écologique, puisque c'est un des points d'attractivité interne ou externe. Et il faut donner aux moyens, les entreprises, la capacité à faire entrer les jeunes dans ces parcours de formation pour des filières plus vertes ou digitales. Une question et une remarque par rapport à la reconversion. En fait, vous pouvez vous appuyer sur le réseau des DARP pour accompagner les entreprises et salariés dans leur reconversion et développement des compétences. Sur la question, il y a de la DRET. En fait, nous avons 2 questions. Quid des services à l'automobile? N'y a-t-il pas une exigence symétrique à faire un gros effort sur les compétences dans les garages concessionnaires automobiles? Des marchés de réapprovisionnement aftermarket subsisteront certainement. L'interdiction de commercialiser des véhicules thermiques ne préjuge pas que les consommateurs équipés de ces véhicules vont chercher à les faire durer. Mais alors, je vais faire une mauvaise réponse. Ça n'était pas dans le périmètre de l'étude, donc c'est une très mauvaise réponse. Évidemment, on l'a évoqué, on se sent aussi concerné. Et évidemment, ça ne va pas bouger tout de suite, même si déjà, il y a déjà pas mal de formations qui se mettent en place, même pour les garages, y compris sur les véhicules électriques. Mais ça ne faisait pas partie du périmètre de l'étude. Une dernière remarque, et dans la continuité. Oui, c'est possible. Oui, sur cette question des services automobiles, ils ont leurs propres actions de ce côté-là. C'est pas qu'il n'y ait rien. C'est simplement, effectivement, l'étude qui est présentée là n'avait pas le service automobile dans le périmètre. En revanche, il y a beaucoup de choses qui sont faites du côté de Mobiliance et puis de la NFA.
Quatrième axe, accompagnement, formation spécifique pour les encadrants de premier niveau et les tuteurs en entreprise. Donc, action numéro 9, la reconnaissance de la fonction de tuteur et la professionnalisation pour faire monter en compétences. Et surtout, parfois aussi, le rapport aux nouvelles générations. Donc, c'est un moyen de fidéliser le management intermédiaire et l'ensemble des salariés. Et aussi promouvoir les certifications. Voilà, les dernières actions qui ont été retenues à ce niveau-là. On a un dernier point. C'était la mise en œuvre des actions de sensibilisation et de promotion. Donc, on l'a dit, hein, puisque ces actions sont déjà en place aussi. Renforcer les actions concertées entre les rectorats, régions, acteurs de l'emploi. La mise en place d'un plan de communication, Jacques en a parlé tout à l'heure. Et je ne vois pas le dernier parce qu'il est caché. Ah. J'ai perdu. Oui, et le mécénat de compétences qui a été signalé également par les plus grandes entreprises ou des entreprises qui ont une capacité à pouvoir mettre en place ou donner du temps ou donner du personnel pour pouvoir aider d'autres entreprises à pouvoir se former. Voilà. Merci Bruno. Avant de passer à la suite du webinaire, 2 remarques dans le chat. Dans la continuité de la remarque de Françoise et de l'intervention de Caroline, il me semble important de réaffirmer l'importance de l'appropriation de la logistique du dernier KM à la fois par les professionnels que par le grand public. Réinterpréter la politique de la ville et la Suède nous indique la voie. Deuxième remarque, c'est aide financière des OPCO pour les entreprises qui utilisent les CQP avec la refonte des titres en bloc de compétences aidées si passage d'un bloc et non un titre complet. Sur qui veut du Cotec rebondir sur une de ces remarques ou sinon on pourra passer à la suite. C'était le point, si j'ai bien compris, qu'on a identifié à un moment donné où on disait bien, c'est pas forcément avoir des formations diplômantes, mais vraiment faire du sur-mesure pour pouvoir faire monter le personnel sur les besoins de l'entreprise et donc de réorienter un petit peu les financements à ce sujet-là. Pas forcément d'acheter un bloc complet de compétences. C'est bien ça? Ça a été signalé, hein, sinon. Ça fait partie donc du coup des actions retenues. Merci Bruno. Caroline, si tu pouvais prendre la suite pour la présentation. Oui, je prends la suite et fin d'ailleurs de la présentation. On prendra bien entendu quelques dernières questions. En tout cas, ce sont pour la construction de cette feuille de route avec les axes et actions qui vous ont été présentés. Ce sont 150 acteurs qui ont été mobilisés sur les territoires et au national. Donc, on vous remercie d'ailleurs tous, puisque certains d'entre vous ont pu y participer, ont pu participer aux ateliers qui ont été coordonnés par 2A Territoires. En fait, on avait lancé ces travaux au départ, donc il y a un peu moins d'1 an, parce que la feuille de route du secteur automobile datait de 2018. Bien entendu, depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, des crises multiples. Et donc, il nous semblait évidemment important de pouvoir actualiser cette feuille de route. Alors, la feuille de route de 2018, elle avait été intégrée sur certains axes, du moins certains axes avaient été intégrés dans le contrat stratégique de filière automobile 2018-2022. Ce contrat stratégique de filière a pris fin en décembre 2022 et les pouvoirs publics ont invité l'ensemble des grandes filières à travailler un nouveau contrat stratégique de filière. Donc, c'est le cas de la filière automobile, pour permettre d'identifier des grands projets collectifs, donc structurants, qui seront à mettre en œuvre pour réussir la transition en cours. Et donc là, par rapport à aussi les remarques que vous avez pu faire, donc là, on est sur une feuille de route, actualisation de la feuille de route 2018, en prenant en compte les nouveaux facteurs d'évolution, qui sont d'ailleurs endogènes ou exogènes au secteur, mais aussi en prenant en compte l'ensemble de la filière, c'est-à-dire l'amont qu'on traite aujourd'hui, mais également
l'aval. Donc, le contrat stratégique de filière couvrira bien l'ensemble de la filière automobile, donc tant les entreprises industrielles que les entreprises relevant des services de l'automobile, dans un souci d'approche globale et cohérente donc du secteur. Et pour ce contrat stratégique de filière, donc c'est un travail que nous allons enclencher là à partir du 13 mars. C'est un travail qui va être enclenché avec l'ensemble de l'écosystème. Alors, d'une part, pour dresser le bilan du précédent contrat stratégique de filière, donc 2018-2022, et d'autre part, pour partager un état des lieux à partir duquel nous allons pouvoir ensuite construire les grands axes du contrat futur. Et la thématique, il y aura plusieurs thématiques dans ce contrat stratégique de filière. Ça ne porte pas que sur le sujet emploi-formation, mais en tout cas, la thématique emploi-formation y est incontournable. Donc, c'est un projet que nous allons co-construire tous ensemble avec un volet extrêmement fort sur le volet emploi-formation. Et nous allons également nous appuyer sur la feuille de route que nous avons également travaillée, feuille de route de décarbonation pour répondre à l'article 301 de la loi climat et résilience, qui invitait l'ensemble des filières émettrices de CO2 à réduire leurs émissions. Et donc, nous avons travaillé là sur les derniers mois, sur les 6-7 derniers mois, sur la feuille de route de décarbonation de la filière automobile. Et nous avons travaillé sur un projet de transition professionnelle et sur la formation. Et nous allons là aussi nous appuyer dans le cadre de ce nouveau contrat stratégique de filière 2017-2023, également sur cette feuille de route. Et enfin, donc comme nous l'indiquons sur la slide, nous prévoyons de déployer les axes et les actions présentées en nous appuyant sur 2 outils, donc l'EDEC, d'ailleurs l'outil qui nous a permis de financer et d'accompagner donc la construction de cette feuille de route emploi-formation qui vous est présentée aujourd'hui, et sur la MICMA France 2030 pour entrer ou poursuivre la phase opérationnelle de nos travaux, c'est-à-dire par exemple le lancement d'un grand programme national sur l'attractivité, puisque c'est un enjeu majeur, ça fait partie d'un de nos axes, la construction notamment aussi d'un projet sur les compétences sur la cybersécurité et bien d'autres projets. Donc voilà ce que nous souhaitions partager avec vous et les suites qui seront données donc aux travaux présentés aujourd'hui. Merci Caroline. Avant de clore ce webinaire, il y a 2 remarques. L'axe 1 d'anticiper et le faire collectivement avec toutes les parties prenantes est primordial pour réussir. Et je pense que Caroline vient d'en parler. Il est fait peu état de la formation industrielle, c'est la plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est les industriels qui doivent mener le combat. Peut-être Eric, vous voulez intervenir ici? Non, enfin, oui, si ce n'est pour dire qu'effectivement, je le partage, bien sûr. Voilà, ça va être collectif. Hein. On a devant nous un changement dans le monde automobile qui est sans précédent. Et il faut que collectivement, on le réussisse pour que la France soit toujours ce qu'elle est dans le monde automobile. Donc oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut le partager. Je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Tout le monde se pose beaucoup de questions. Tous les médias nous invitent à se poser beaucoup de questions sur l'avenir automobile. Donc il faut vraiment partager le fait que la filière est en mouvement, s'organise pour préparer ce futur. On a une question sur la signature du nouveau contrat de filière. Normalement, c'est mai-juin, Caroline, ou pas encore de date? Tout à fait. Il y aura le lancement d'une première réunion de travail sous forme de webinaire, donc le 13 mars. Vous êtes pour certains déjà avoir reçu l'invitation. Et cela va s'échelonner, donc il va y avoir, on va déterminer ça d'ailleurs aujourd'hui, 6 ou 7 groupes de travail, dont un qui va porter sur l'emploi et la formation, et qui vont s'échelonner du 13 mars à mai
pour une signature, on l'espère, du contrat stratégique de filière en mai ou juin, donc avec les partenaires sociaux et l'État. On prend une dernière remarque. La loi de 2014 sur la formation donne à l'entreprise la légitimité à être le lieu du développement des compétences. La question est de mettre en place les outils qui lui permettront de remplir cette mission. Tout à fait, on prend bien cela en compte et d'ailleurs, c'est bien ce que souhaite mettre en place l'État et le pousse dans France 2030 et notamment avec l'AMI-CMA, l'appel à manifestation d'intérêt compétent. C'est bien cela qui est créé dans les différents projets que nous menons actuellement. Et pour l'invitation pour le webinaire du 13 mars, nous avons Monsieur Laurent Dagneau qui demande est-ce qu'il pourrait recevoir l'invitation. C'est noté. Merci du coup à tous. Merci d'avoir été nombreux à vous connecter à ce webinaire. Le travail pour la filière automobile continue. Dans le cadre de l'EDEC et hors EDEC, l'EDEC est un outil mis à la disposition. Donc, je vous remercie tous et au prochain webinaire. Merci. Merci. Et je vous envoie à tous la présentation qui a été projetée. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.